Bonjour à toutes et à tous. Je remercie Edouard Jantaz pour son invitation pour ce séminaire de Centre Jean Piaget. Je vais vous parler aujourd'hui des apports des applications éducatives pour les apprentissages et le développement des enfants d'âge préscolaire. En lien avec les thématiques de ce séminaire qui est l'impact des écrans sur le développement des apprentissages, moi je vais vous parler des applications éducatives dans le contexte préscolaire pour les enfants de 3 à 6 ans, ce qui implique un temps d'exposition limité, un contenu éducatif bien précis et des objectifs pédagogiques. Je vais vous présenter un versant plutôt positif de l'utilisation des écrans dans un cadre bien limité et bien défini. Je vais faire ma présentation en trois points. Le premier concerne les applications éducatives et les apprentissages des enfants d'âge préscolaire. Ensuite, je vous présenterai l'application Applinou que nous avons conçue dans l'équipe. Je parlerai de sa co-conception, son expérimentation et son implémentation dans les classes. Et je finirai par évoquer l'évolution des applications éducatives à la lumière des avancées technologiques qu'on connaît actuellement, notamment l'intelligence artificielle. Les technologies numériques en classe sur écran sont nombreuses. Ça peut concerner les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, réalité virtuelle, tableaux interactifs. Mais moi, je vais focaliser mon intervention sur essentiellement les applications éducatives sur tablettes tactiles ou bien sur smartphone. Lorsqu'on parle d'applications éducatives, ça désigne des programmes ou des logiciels qui sont conçus pour une ou plusieurs fonctions. On connaît très bien fonction de localisation, déplacement, fonction de divertissement qu'on le pratiquons tous, et la fonction de communication. Ça, c'est quelques fonctions. La liste, bien évidemment, n'est pas exhaustive. Et lorsqu'on parle d'applications éducatives, ce sont des applications qui sont conçues dans un but d'apprentissage, que ce soit pour développer des connaissances, collaborer avec les autres, ou bien organiser la vie de la classe et la vie de l'école. Il existe plusieurs typologies d'applications éducatives. Je me suis basé sur celle de Notary et collaborateurs en 2016 qui distingue 4 grandes catégories. Les applications pour développer les connaissances et les compétences, qui ciblent vraiment des compétences scolaires bien précises. Il y a l'application que vous connaissez peut-être, GraphoGame ou Lalilou, qui développe par exemple des compétences de conscience phonologique et des compétences de prélecture et lecture. L'application Applinou que nous avons développée, qui développe la littératie émergente ou la numératie émergente. Deuxième catégorie d'applications, ce sont des applications de collaboration qui permettent aux élèves de produire un contenu éducatif. Vous avez Framasoft, par exemple, un exemple d'application qui permet la collaboration. On a aussi des applications de soutien à l'enseignement et à l'apprentissage qui permettent aux enseignants de simplement planifier, suivre les apprentissages des élèves. On a pas mal d'applications qui concernent, par exemple, les devoirs scolaires, le suivi des devoirs scolaires. Et la quatrième grande catégorie, c'est les applications de communication qui permettent de faire circuler l'information entre les enseignants et les élèves, mais aussi entre les élèves. Bien évidemment, c'est une typologie parmi d'autres. Il y a d'autres chercheurs qui se basent sur d'autres critères aussi pour définir les applications éducatives. Il est extrêmement difficile de savoir le nombre d'applications éducatives qui existent sur le marché. Il y a une enquête qui a été menée en 2018 qui montre, par exemple, sur les Apple Store, on est passé de 80 000 applications étiquetées éducatives en 2015 à environ 200 000 en 2018. Et post-Covid, effectivement, ce chiffre a énormément augmenté parce que la crise de Covid a montré qu'il y avait un besoin et que les enseignants, mais aussi les parents, ont utilisé pas mal d'applications éducatives. Un autre chiffre qui est vraiment intéressant, c'est le chiffre d'affaires des applications éducatives dans l'espace européen, qui a atteint un record en 2022 avec 200 millions de dollars. Ça montre qu'il y a de plus en plus d'un intérêt pour les applications. Celles qui sont dans le top 10, c'est essentiellement les applications d'apprentissage des langues étrangères qui prennent une part importante du marché. Je vais finir cette introduction en revenant sur le qualificatif éducatif. Ce n'est pas parce qu'une application est étiquetée éducatif qu'il l'est réellement. L'habit ne fait pas le moine, comme vous le savez. Et il y a une grande diversité
des contenus des applications éducatives, de la manière de concevoir ces applications, le public ciblé, etc. Donc je vais revenir tout au long de ma présentation sur ce qualificatif éducatif et quels sont les critères. À la fin, je vous dirai un certain nombre de critères qu'on a identifiés dans notre équipe pour désigner une application réellement éducative. Maintenant, j'arrive au premier point de ma présentation qui concerne les applications éducatives et les apprentissages des enfants d'âge préscolaire. Donc, vous savez, avant d'apprendre à lire et à écrire, les enfants développent un certain nombre de compétences qu'on qualifie de littératie émergente et numératie émergente. Donc, ils apprennent aussi d'autres choses, mais dans ma présentation, je vais me focaliser sur ces deux grandes compétences. Concernant la littératie émergente, je me base sur le modèle de Rod en 2015, qui est un modèle qui distingue plusieurs dimensions de la littératie émergente. Donc il y a la conscience de l'écrit ou les compétences qui sont liées à l'écrit. Ça peut être la connaissance de l'alphabet, le nom, le son des lettres. Ça peut être des compétences liées à l'écrit, c'est-à-dire on écrit de gauche à droite, de droite à gauche en fonction des langues dans lesquelles on se situe. Le décodage émergent. Il y a aussi la deuxième dimension qui est la conscience phonologique. La conscience phonologique, c'est une compétence métalinguistique de manipulation des unités sonores de la langue. Donc ça va de conscience des mots, en passant par la conscience des syllabes, jusqu'à la conscience phonémique qui est très très fine. Et la troisième dimension dans le modèle de Rhodes, c'est le langage oral qui renvoie au vocabulaire en réception, en production, mais aussi à la compréhension orale. En concernant la numératie émergente, je me base ici aussi sur le modèle de Purpura et collaborateurs en 2013. Il faut savoir que dans le champ de la numératie émergente, il existe plusieurs modèles. Donc là, j'ai choisi ce modèle-là pour la suite de la présentation. Et donc ce modèle comprend 3 sous-dimensions. Donc la compétence mathématique informelle, il s'agit par exemple de comparer des quantités, d'effectuer des dénombrements de collections, ou de résoudre des problèmes verbalement, mais d'une manière orale. Et la deuxième compétence, c'est la connaissance liée au nombre. La connaissance liée au nombre, cette fois, par rapport à la première dimension, on utilise les chiffres arabes. Donc la manipulation, donc ça implique la connaissance et la reconnaissance de la forme des chiffres et des nombres. Et ça permet de faire quelques opérations, comme la correspondance entre nombre-quantité ou quantité-nombre. Et la troisième dimension dans ce modèle, c'est la compétence mathématique formelle. Cette fois, on est dans l'utilisation de signes mathématiques, par exemple les signes des opérations, ou par utilisation de quelques algorithmes pour réaliser des opérations de calcul. Donc ces compétences en littératie émergente et en numératie émergente sont des forts prédicteurs des apprentissages ultérieurs. Donc on connaît, c'est un résultat qui est unanime dans la littérature depuis une trentaine d'années. On sait très bien que les compétences des élèves à l'entrée à l'école maternelle en littératie et en numératie prédisent leurs compétences en lecture, écriture et calcul à l'entrée à l'école élémentaire et au-delà. Donc il y a des études longitudinaux qui montraient même jusqu'au collège, il y a cet aspect prédictif qui persiste pour quelques-uns. Donc c'est pour ça qu'il y a eu énormément de programmes d'intervention éducative auprès des enfants d'âge préscolaire pour développer ces compétences, parce qu'on sait très bien leur pouvoir de prédiction pour lutter contre les inégalités sociales, pour permettre l'accrochage scolaire. Et depuis une quinzaine d'années, on a vu apparaître des programmes d'intervention éducative utilisant des applications éducatives pour développer la littératie et la numératie émergente. Donc c'est sur ces programmes-là que je vais rentrer un petit peu dans les détails aujourd'hui. Donc vous savez très bien qu'il y a plusieurs types de recherches. Il peut y avoir des recherches individuelles qui sont nombreuses. Les chercheurs font la synthèse de ces travaux de différentes manières. Le premier niveau de synthèse, ce sont les relevés systématiques. Donc une revue systématique, comme vous le savez très bien, c'est une synthèse qualitative d'un objet de recherche, d'une thématique, par exemple, le lien entre les écrans et les apprentissages. Je fais une synthèse plutôt de nature qualitative. Donc l'étape au-dessus, c'est la méta-analyse, qui est une synthèse plutôt statistique et quantitative sur une thématique bien précise.
Et donc, je vais revenir un petit peu plus tard sur l'intérêt, les apports et les limites des méta-analyses. Et le niveau le plus élevé, qu'on voit apparaître depuis aussi une vingtaine d'années, c'est Ombrella Rovio, c'est la méta-analyse des méta-analyses. La plus célèbre, c'est celle de Hattie, qui a fait l'analyse de 800 méta-analyses. Apparemment, ça lui a pris 13 ans de sa vie de chercheur, ce qui est quand même pas négligeable. Donc, pour cette parenthèse, pour indiquer un petit peu les différents niveaux de recherche et l'intérêt et les limites de ces différentes étapes. Donc, dans le champ de lien entre l'exposition aux écrans et les apprentissages des élèves d'âge préscolaire, entre 2015 et 2020, il y a eu 7 revues systématiques ou revues analytiques, ça dépend des termes qu'on utilise parfois. Ces revues étaient plutôt des synthèses narratives, qualitatives, et ils ont tous souligné, souligné la grande diversité des recherches. Donc le design expérimental très variable, le contenu des applications, la durée des interventions éducatives, ou encore les types de mesures effectuées pour évaluer les compétences des élèves ou des enfants. Et toutes ces études ont préconisé le recours à des méta-analyses. Ils ont dit que ça serait intéressant maintenant de voir un peu plus clair dans tout ce champ de recherche, qu'est-ce qu'ils nous disent d'un point de vue quantitatif les travaux. Donc avant de vous présenter ces méta-analyses, je vais revenir juste sur l'interprétation des tailles des faits. Donc les méta-analyses donnent une statistique qui est les tailles des faits. Donc, classiquement, on utilisait les critères de Cohen en 1988 qui indiquaient qu'un effet, à partir de 0,20, il était faible, inférieur à 0,20, faible. À partir de 0,50, il était moyen. Et par 0,89, qui était un effet important. Ça renvoie, si on veut traduire cet état d'effet, c'est le pourcentage de la supériorité du groupe expérimental par rapport au groupe contrôle. Ces critères faisaient foi dans la communauté scientifique, mais depuis quelques années, un certain nombre de chercheurs commencent à remettre en question ces critères en les considérant comme des critères très sélectistes et non adaptés aux différents contextes dans lesquels les recherches se réalisent. Donc la première remise en question, c'était par Gignac et collaborateurs en 2016. Gignac a pris toutes les méta-analyses, analysé toutes les tailles des faits dans les travaux qui portent sur les différences interindividuelles. Et pour lui, un critère faible, c'était à partir de 0,11, un critère modéré 0,19 et un critère élevé à partir de 0,29. Donc ça remet un petit peu en question ces critères de Cohen. Et une autre étude que je trouve très intéressante, c'est plutôt les travaux de Kraft et collaborateurs en 2020. Donc là, on s'intéresse plutôt à des recherches expérimentales ou quasi-expérimentales dans le milieu scolaire, donc au milieu écologique. On n'est pas uniquement dans le laboratoire, mais on est dans la classe, au sein de la classe. Et donc là, pour Kraft, un taille d'effet qui est de 0,05, il est considéré comme faible, entre 0,5 et 0,20 comme moyen, et au-delà de 0,20 comme large. Tous ces critères-là sont intéressants à les analyser. Moi, je conseille toujours d'utiliser plusieurs critères parce que ça permet un petit de relativiser un petit peu ces différents effets et ça permet la discussion dans les travaux de recherche. Donc, que nous disent les méta-analyses? Donc, les chercheurs se sont mis à faire des méta-analyses à partir de 2018. On a suffisamment de données pour effectuer ces méta-analyses. J'ai trouvé 5 méta-analyses par rapport à cette question qui portent sur différents domaines. Ça peut être des livres d'histoire d'enfants, des storybooks. Ça peut être aussi l'impact des écrans sur les apprentissages. Ça peut toucher à une intervention assistée par ordinateur. C'est très variable. Mais ça touche tous quand même l'âge préscolaire et scolaire et l'impact des écrans sur les apprentissages. Mais ce qui m'intéresse plus spécifiquement ici, c'est celle de Verhoeven et collaborateurs et Kim et collaborateurs en 2021, parce que ça fait un focus sur les applications éducatives et sur les apprentissages en littératie émergente, en numératie émergente, mais aussi en lecture et en mathématiques de la maternelle jusqu'au grade 3. Donc, la méta-analyse de Kim et collaborateurs a porté sur 36 études qui sont expérimentales et quasi-expérimentales et qui ont
indiquer un taille d'effet de 0,31. Et ce taille d'effet, il est de 0,35 en littératie, 0,29, donc on peut dire pratiquement identique aussi bien en mathématiques qu'en français. Et si on prend les critères de Cohen, cette taille d'effet elle est moyenne. Et si on prend les critères de Kraft, cette taille d'effet elle est plutôt élevée. La méta-analyse de Verhoeven et collaborateurs en 2020 apportait sur preschool et kindergarten, c'est les 4-6 ans dans le système éducatif suisse ou français. Et ça portait uniquement sur la littératie émergente. Mais pas sur toutes les dimensions, uniquement sur la conscience phonologique et sur la conscience de l'écrit. Il n'a pas parti sur le vocabulaire et la compréhension orale. C'est intéressant, l'effet global est 0,29, mais c'est intéressant dans cette méta-analyse de voir qu'il y a une décomposition en fonction des sous-dimensions de la littératie émergente. Et on voit par exemple que toutes les dimensions de conscience phonologique sont pratiquement un effet similaire. Mais par contre, pour le décodage des mots, décodage émergent, là, l'effet il est beaucoup plus faible. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc, cette étude a porté sur 59 études expérimentales et quasi-expérimentales. Maintenant, que faut-il retenir de ces différentes méta-analyses les résultats des études expérimentales et quasi-expérimentales, on a un effet moyen de 0,23 à 0,46, mais pour les applications éducatives en particulier, l'effet est de 0,31. Le deuxième résultat de ces méta-analyses, c'est que l'effet est comparable aussi en mathématiques et en littératie. Donc il n'y a pas de distinction à ce niveau d'âge. Troisième résultat, une grande variabilité des tailles d'effet en fonction des études. J'ai envie de dire que ce n'est pas propre à ces méta-analyses, c'est dans toutes les méta-analyses. Mais pour voir plus clair, donc les méta-analyses, on utilise ce qu'on appelle des modérateurs. C'est-à-dire des variables qui permettent d'y voir un peu plus clair. Est-ce que, quand j'introduis mon modérateur, est-ce que l'effet va augmenter ou diminuer? Et donc, dans ces méta-analyses, il y a un certain nombre de modérateurs qui étaient importants et intéressants à souligner. Le premier, c'est que les effets étaient meilleurs lorsque l'intervention faisait partie d'un système d'apprentissage intégré à la salle de classe. Lorsque j'utilise l'application éducative comme quelque chose qui fait partie de mon programme scolaire, dans mon cursus, je l'utilise, je l'intègre comme un moyen de faire de la différenciation pédagogique, de faire de la remédiation, et ce n'est pas quelque chose qui est en parallèle à mon enseignement. Donc là, lorsqu'il est intégré, la taille d'effet est beaucoup plus élevée. Deuxième résultat important parmi les modérateurs, c'est que les effets étaient plus importants pour les compétences contraintes que pour les compétences non contraintes. Cette distinction entre compétences contraintes et non contraintes, on le doit à deux auteurs, Snow et Matthews, en 2016, qui distinguent les compétences contraintes. Ce sont des compétences qui sont directement enseignables aux élèves et qui appartiennent à un univers fini. Je m'explique. Par exemple, les connaissances des lettres. On a 26 lettres dans l'alphabet de la langue française. Donc, les élèves peuvent atteindre facilement un seuil, un plafond d'apprentissage. Et après, on ne peut pas enseigner plus que ces 26 compétences. Pareil pour la conscience phonologique. Toutes les langues, il y a un certain nombre de phonèmes définis. Et une fois on a appris tous les phonèmes, donc on a atteint ce plafond. Et donc, ce sont des compétences qui sont directement enseignables par les enseignants dans les classes. Et les compétences non contraintes, qui ne sont pas directement enseignables, qui sont beaucoup influencées par les interactions sociales que l'enfant peut avoir au sein de la classe, mais au sein de l'environnement familial, et dont le plafond existe, mais il est très difficile à atteindre. Dans toute notre vie, on n'aura pas appris tout le vocabulaire de la langue française, de notre langue. Donc c'est pour ça qu'il y a ces distinctions entre contraints et non contraints, et on voit tous les travaux montrent que l'impact est le plus important sur ces compétences contraintes. Et le troisième modérateur, c'était les qualités intrinsèques des applications, c'est-à-dire que quand les applications avaient des qualités intrinsèques sur lesquelles je vais revenir par la suite, donc l'effet était beaucoup plus élevé. Ça permettra maintenant de passer à la deuxième partie de ma présentation, qui concerne l'application Appli-nous, depuis sa co-conception, expérimentation, implémentation.
Donc, cette application a été développée dans le cadre du projet Linumen, acronyme de littératie et numéricie émergente par le numérique, qui s'est déroulé en 2 phases. La première phase, une phase de co-conception qui a commencé en 2017, s'est terminée en 2018, et une phase d'expérimentation qui a commencé en 2019 et qui a duré jusqu'à 2021, malgré il y a une erreur dans le diapo, jusqu'à 2021. Et la petite bestiole qui vous salue, c'est la mascotte Lino de l'application. Je vais revenir un petit peu sur son rôle par la suite, à quoi il sert. Donc pour construire cette application, nous sommes basés sur 2 modèles théoriques, cadres théoriques plutôt. Celui de Hershpasek et al. Pour élaborer les applications éducatives, selon ses auteurs. Donc pour élaborer une application éducative, mais c'est valable aussi pour tous les outils qu'on introduit dans les classes. Ce n'est pas uniquement propre aux applications éducatives. Il faut qu'il y ait un apprentissage actif, c'est-à-dire qu'il faut que l'apprenant soit impliqué, effectue un effort intellectuel lorsque je suis sur l'application. Pas une simple réponse à un stimulus. Il faut qu'il y ait réellement de la réflexion. Je vais vous donner quelques exemples par la suite. Deuxième pilier de ce modèle, c'est l'engagement dans le processus d'apprentissage. Il faut qu'il y ait une interactivité entre l'apprenant et le contenu proposé dans l'application. Il faut qu'il y ait des choses qui engagent. Et pour qu'il y ait des activités engageantes, il faut enlever tous les distracteurs. C'est un moyen pour augmenter l'engagement et introduire des qualités éducatives comme le feedback, par exemple. Il y a la majorité des applications qui existent, par exemple, sur le marché, ne contiennent pas de feedback direct et immédiat à l'enfant lorsqu'il effectue l'activité. Le troisième pilier, c'est un apprentissage qui est porteur de sens, c'est-à-dire que les applications doivent proposer des activités qui ont un sens pour l'enfant, qu'il peut lier à ce qu'il fait dans la classe. Pas des activités qui sont complètement déconnectées de sa vie réelle, quoi. Donc, par exemple, les jeux éducatifs, des fois, on coupe avec une hache des fruits. Ça n'arrête pas dans la vie de tous les jours, croyez-moi. Et le quatrième pilier, c'est l'interaction sociale. Il faut, dans la mesure de possible, que l'application permette une interaction sociale de différentes manières, c'est-à-dire qu'il faut que les interactions entre l'enseignant et l'élève, interaction entre les élèves ou, à minima, l'interaction parasociale par une mascotte ou un personnage virtuel dans l'application qui permet à l'enfant de ne pas être isolé lorsqu'il est sur la tablette. Le deuxième cadre théorique aussi qui nous a permis de construire l'application, c'est le cadre théorique de Kisarkova, qui permet de donner un cadre pour la co-conception des applications ou des outils éducatifs en général. Selon cet auteur, il faut qu'il y ait une triple collaboration entre chercheurs, praticiens et concepteurs. Donc, dans notre cas, c'était des chercheurs en psychologie, en sciences de l'éducation, en neurosciences, avec les praticiens enseignants, inspecteurs, et des concepteurs, des ingénieurs en informatique. Donc, pour réfléchir ensemble à la meilleure manière de présenter un produit pour la classe. Il faut que, deuxième principe, il faut qu'il y ait un domaine de connaissances partagé, c'est-à-dire qu'on parle le même langage, on a une épistémologie partagée, qu'on a une même visée. Ensuite, il faut prendre en compte les facteurs sociaux, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion sur est-ce que ce que je vais proposer à introduire dans la classe, est-ce qu'il va être accepté par les enseignants? Est-ce qu'il va être utilisé? Est-ce qu'il va être accepté par les parents? Et je sais qu'en Suisse, vous avez un débat très, très houleux sur les tablettes à l'école maternelle. Il existe aussi en France, mais de manière un petit peu moins importante pour l'âge préscolaire. Mais ce sont des choses qu'il faut prendre en compte aussi dans la conception des outils. Il y a aussi sensibilisation aux possibilités offertes par l'environnement. Lorsque j'introduis une tablette ou un autre outil dans la classe, quelles sont les opportunités d'apprentissage que cet outil va offrir? C'est ce qu'on appelle la notion d'affordance. Est-ce que ça permet de multiplier les opportunités d'apprentissage? Et le dernier pilier, c'est une conception qui doit être centrée sur l'élève.
C'est-à-dire que dès la co-conception, il faut que les élèves, on demande l'avis à l'élève, on teste des versions intermédiaires sur l'élève, on demande leur avis. C'est un peu difficile pour les enfants d'âge préscolaire, mais on y arrive quand même en expérimentant des fois pour voir est-ce que ce qu'on leur propose leur convient, est-ce que l'ergonomie est adaptée pour eux, etc. Donc à partir de ces deux cadres théoriques, nous avons mis des principes pour l'élaboration de notre application. Donc, adéquation avec le premier principe, c'est l'adéquation avec les programmes de l'école maternelle française. Donc, l'école maternelle française, c'est obligatoire depuis quelques années, de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 6 ans. Mais l'application que nous avons développée, ça concerne uniquement les élèves de 4 à 6, ce qui correspond à l'école infantile en Suisse. Une progression sur 5 périodes, de la moyenne section à la grande section. Une ergonomie adaptée aux enfants en favorisant leur autonomie, des aspects ludiques dans l'application avec la présence de la mascotte et les plus-values pédagogiques, surtout la notion de feedback sur lequel je vais revenir un peu plus tard. Donc après 1 an et demi de travail, nous avons eu la première version de l'application Appli-nous avec des activités en littératie et des activités en numératie qui renvoient aux différents domaines. Toutes les activités avaient le même design. Donc, elles commencent toutes par une vidéo explicative au début de l'activité en expliquant à l'enfant ce qu'il doit faire, ce qui est attendu de lui. L'enfant a plusieurs possibilités. Il a la possibilité de réécouter la consigne par un bouton qui permet de réécouter la consigne autant de fois que nécessaire. Un bouton de validation. Donc, je choisis ma réponse et ensuite je la valide. Il n'y a pas de validation automatique. Donc, ça renvoie au modèle de Hershey-Pasek sur l'apprentissage actif. Une barre de progression qui montre à l'enfant où il est dans l'activité. Une progressivité sur 5 périodes. La progressivité, c'est des compétences de plus en plus complexes. Et un feedback présent dans toutes les activités. 3 niveaux de feedback dans la majorité des activités. Par exemple, un premier échec de la part de l'enfant, la mascotte l'incite à recommencer. Un deuxième échec, il y a un étayage. On va essayer de faire apporter une aide à l'enfant pour trouver la réponse. Et s'il y a un deuxième échec, donc il y a le résultat qui est expliqué et qui est montré à l'enfant. Je vais vous montrer une vidéo pour illustrer une activité. Ça, je précise que c'est l'ancienne version de l'application. Donc là, il y a quelques améliorations dans lesquelles je vais revenir par la suite. La deuxième activité présentée à l'enfant est celle intitulée « Retour vers l'enclos ». Je la sélectionne. Maintenant, tu vas apprendre à compter. Dans cette activité, tu vas faire rentrer des animaux dans l'enclos. Regarde bien l'exemple. Regarde, je vais aider le fermier à faire rentrer 2 animaux dans l'enclos. Ensuite, j'appuie sur le bouton dès que j'ai terminé. Maintenant, à toi. J'appuie sur le bouton « Commencer ». Fais rentrer 3 animaux dans l'enclos. Je vais volontairement commettre une erreur. Essaie encore. Regarde, je vais te montrer. 1, 2, 3. Il y a 3 animaux dans l'enclos. Je précise qu'on a fait des corrections par la suite. On a fait 1 et encore 1 et encore 1. Je vois qu'il y a des spécialistes de la numératie, donc il y a quelques modifications qui ont été apportées d'un point de vue didactique pour améliorer dans la deuxième version. Et donc là, on ne voit pas apparaître le deuxième feedback qui est étayage, mais dans la nouvelle version, il y a l'étayage a été introduit systématiquement. Donc après cette phase de co-conception, il y avait une deuxième phase d'expérimentation.
Donc la phase d'expérimentation, il a commencé en 2018. Donc on a évalué les élèves en début d'année 2018 et ils ont pratiqué l'application Appli-nous pendant 10 semaines à hauteur de 20 minutes en littératie et 20 minutes en numératie. On les a évalués en fin d'année scolaire. L'année suivante, ils ont pratiqué l'application 15 semaines à hauteur de 30 minutes en littératie et 30 minutes en numératie par semaine. On n'a pas pu les évaluer en fin 2020 parce que vous savez très bien c'était la crise du Covid, mais on a la chance de récupérer les évaluations nationales à l'entrée en CP. CP, c'est le premier grade dans le système éducatif français et tous les enfants de France scolarisés en CP passent des évaluations nationales qui sont en littératie et en numératie à ce stade-là. Et on a suivi la cohorte jusqu'à 9 mois après la fin de l'intervention pour voir un petit peu les effets différés, donc jusqu'à 2021 pour évaluer aussi l'évolution en T4. Donc l'étude a porté sur un groupe expérimental de 19 écoles et 40 classes et un groupe contrôle de 30 écoles et 32 classes. Juste un premier diapo pour vous montrer le phénomène d'attrition. Donc on est passé de 774 élèves au début de l'expérimentation à 474 en fin d'expérimentation en T4 avec une attrition de 38,8%. Cette attrition il est un petit peu élevée dans ce type de recherche. On l'explique par deux phénomènes, le Covid ou la Covid. Le deuxième élément explicatif, c'est le fait qu'en passant de l'école maternelle à l'école élémentaire, les enfants changent de structure scolaire. Et donc là, on a perdu pas mal d'élèves à cause de la carte scolaire qui les ont envoyés dans des secteurs un peu plus éloignés de ceux qu'on a habituellement, sur lesquels on a travaillé au début de l'expérimentation. Donc il y a pas mal de données qui ont été collectées dans le cadre de ce projet. Donc on a évalué des tests de littératie et numératie émergente. On a aussi des épreuves de raisonnement inductif, mesurer les fonctions exécutives. Auprès des enseignants, on a évalué les croyances et les pratiques des enseignants concernant le numérique, leur acceptabilité des dispositifs. Auprès des parents, même chose, croyances et pratiques concernant les apprentissages, mais aussi concernant le numérique. Et on a eu là aussi l'opportunité, en collaborant avec des collègues en informatique, de récupérer les traces laissées par les enfants sur les tablettes. Les traces, ça concerne le temps qu'ils utilisaient pour chaque activité, le temps total, mais activité par activité, les réussites, les échecs dans chaque activité, mais chaque item aussi, et aussi les feedbacks, la nature du feedback, le nombre de feedbacks et la nature du feedback. Pour les besoins aussi de la recherche, nous avons construit deux tests. Un test qui évalue la littératie émergente en référence au modèle de Rod, avec la connaissance liée à l'écrit, le vocabulaire, la compréhension, la conscience phonologique. Et nous avons élaboré aussi un test pour évaluer les compétences des élèves en numératie émergente, avec toutes les dimensions qui sont évoquées dans le modèle de Purpura et collaborateurs. Donc, concernant les effets immédiats de l'intervention, donc après les 25 semaines d'intervention, donc un premier tableau qui, tout simplement, montre l'évolution des moyennes des groupes expérimentaux et des groupes contrôle entre T1 et T3, et le calcul des tailles d'effet. On constate que les tailles d'effet en littératie émergente sont conformes aux méta-analyses, notamment de Kim et collaborateurs. On est sur un point 37. On a un effet beaucoup plus élevé pour les compétences contraintes, c'est-à-dire la connaissance de lettres et la conscience phonologique, point 33 et point 30, et un effet beaucoup plus faible pour le langage oral, qui est une compétence non contrainte. En revanche, on a un effet beaucoup plus faible pour la numératie émergente. L'élément d'explication, c'est que dans l'application, on a mis beaucoup l'accent sur les activités plus de littératie que de numératie. Ça peut être un élément d'explicatif. Donc ce tableau est intéressant, mais ne permet pas de contrôler un certain nombre de variables qui sont variables individuelles liées à l'enfant, comme son âge, le statut socio-économique de la famille, un certain nombre de choses qui peuvent expliquer, ou bien le contexte de la classe.
C'est pour ça qu'on a fait des analyses supplémentaires, notamment les modèles multiniveaux. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés à ce type de modèle, ce sont des modèles qui prennent en compte la structure hiérarchique des données. On a des élèves, ça constitue le niveau 1, qui appartiennent à des classes qui sont le niveau 2, et ces classes sont dans des écoles qui sont le niveau 3. Donc on analyse, l'idée c'est d'expliquer le score des élèves en fonction des caractéristiques individuelles, le niveau 1, mais aussi en fonction des caractéristiques contextuelles, c'est-à-dire la classe et les élèves. Et on a aussi ce qu'on appelle des modèles multiniveaux de croissance, c'est ceux-là que nous avons utilisés ici. Le niveau 1, il est constitué par les mesures. Donc les mesures en T1, T2 et T3 constituent le premier niveau. Donc nous, notre premier niveau dans les analyses, c'était les mesures entre T1 et T3. Les mesures renvoient à un élève qui constitue le niveau 2 et la classe qui constitue le niveau 3. Donc nous avons effectué ces analyses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais expliquer un petit peu le sens de ce type de modèle. Par exemple, on s'intéresse à l'explication du score de littératie émergente en T3, en fin de l'expérimentation. Donc, ce modèle donne ce qu'on appelle un premier modèle, un modèle vide, qui consiste tout simplement à décomposer la variance totale du score en T3 en variance inter-école, 0.15, en variance inter-élève, 0.52, et en variance intra-école, 0.33. Si on fait la somme, c'est 100%. On décompose la variance totale en trois types de variances. L'idée, c'est d'expliquer cette variance par des variables de niveau 1 et de niveau 2. Par exemple, on voit que lorsqu'on introduit dans le deuxième modèle ces variables, on trouve que le statut socio-économique a un impact, la capacité cognitive générale en impact, et le temps, les performances en T1 ont un impact sur les performances en T3. Mais ce qui est intéressant dans ces modèles, au niveau 2, toutes choses égales par ailleurs, en contrôlant le niveau socio-économique, la capacité cognitive de l'élève, etc., on trouve que le groupe expérimental a des meilleures performances que le groupe contrôle. Donc en fin d'expérimentation, les élèves du groupe expérimental ont progressé significativement plus que les élèves du groupe contrôle, à niveau socio-économique égal, à capacité cognitive égale, à sexe égal, etc. Et quand on voit aussi que ça permet d'expliquer une part importante de la variance inter-élève et inter-école. Lorsqu'on s'intéresse compétence par compétence, on voit que la connaissance des lettres et la conscience phonologique, on trouve les mêmes effets, un effet de supériorité des groupes expérimentaux sur le groupe contrôle, mais on ne trouve pas pour le langage oral, qui est, rappelez-vous, une compétence non contrainte. Les mêmes analyses ont été faites pour la numératie émergente, et là aussi, on voit aussi un effet de meilleure performance pour le groupe expérimental que pour le groupe contrôle. Maintenant, pour les effets déférés de l'intervention, donc dans les interventions éducatives, souvent on trouve que l'effet s'estompe au bout de quelques mois, si on a de la chance, au bout d'un an ou deux. Donc nous, on va dire, on a réfléchi avec l'équipe, on dit que ça serait intéressant d'aller voir, récupérer les évaluations en T4 et voir un petit peu est-ce que cet effet reste 9 mois après la fin de l'expérimentation. Et on a fait d'autres types d'analyses. Donc en T1, on a créé 3 groupes d'élèves, les élèves peu performants, les élèves performants et les élèves très performants, un tiers d'échantillons. Et on était voir qu'est-ce qu'ils sont devenus ces élèves et leur performance. Donc là, dans les schémas, vous avez le groupe expérimental, c'est en trait continu, contrôle en pointillé, et sur les peu performants, des couleurs différentes. On a fait des analyses de variance à mesure répétée, et on a constaté qu'il y a tout d'abord un effet principal, c'est-à-dire que aussi bien pour la littératie que pour la numératie, les élèves du groupe expérimental ont des meilleures performances que les élèves du groupe contrôle. Mais ce qui nous intéressait plutôt, c'est l'effet d'interaction entre le niveau, le temps et le groupe. Et là, on a trouvé un effet significatif en littératie émergente pour le groupe des peu performants. Les élèves peu performants ont plus progressé que les autres à la fin de l'expérimentation. Autrement dit, l'intervention a été plus bénéfique pour les élèves
les plus performants en T4. Mais cet effet, on ne le trouve pas, en revanche, pour la numératie émergente. Donc, pour finir avec cette deuxième partie, quelques éléments de réflexion. Pourquoi, des éléments d'explication, pourquoi l'effet de l'intervention a été bénéfique en littératie et en numératie. Le fait que l'application Appli-nous a été construite en fondée sur des données probantes, a été conçue par des acteurs éducatifs, en collaboration avec des acteurs éducatifs, avec la présence des qualités pédagogiques, notamment l'explicitation, la vidéo d'explicitation au début, les feedbacks, et le fait d'avoir fait l'objet d'une pré-expérimentation, d'une expérimentation, ça a contribué à sa réussite. Bien évidemment, il y a quelques éléments, des limites dans l'intervention, le fait que les groupes n'étaient pas, c'était une étude quasi expérimentale, mais non randomisée. Donc ça permet aussi, ça limite un petit peu l'interprétation, c'est une limite importante à prendre en compte. Et maintenant, avec tout ça, quid de son implémentation de l'application Appli-nous, la version 2 en particulier. Donc je vais juste revenir un petit peu sur l'essence de l'implémentation, qui est quelque chose qui vient du domaine de la santé. Qu'est-ce qu'on entend par l'essence de l'implémentation? C'est une science qui réfléchit sur les méthodes qui permettent d'introduire dans la pratique les données probantes, c'est-à-dire les données qui ont fait preuve, qui ont été scientifiquement prouvées, et aussi comment introduire ces données dans les politiques éducatives. Donc c'est quelque chose qui prend de plus en plus de l'ampleur dans le champ de l'éducation. Il y a l'essence de l'implémentation dans le domaine de l'éducation, comme en témoigne un certain nombre d'ouvrages qui apparaissent depuis une dizaine, quinzaine d'années. Et la question qu'on se pose tous, les chercheurs en éducation, c'est comment passer du laboratoire vers la classe. Donc pour l'application Appli-nous, ça a été expérimenté sur plusieurs classes. Donc ça continue, les enseignants qui l'ont utilisé continuent à l'utiliser encore dans leur classe. Il existe maintenant, il est disponible sur les Apple Store, mais il y a beaucoup de résistance à l'utiliser dans la classe parce qu'il y a le même débat en France qu'en Suisse par rapport à le numérique à l'école maternelle, à l'école infantile. Il y a aussi, il y a aussi la question de les établissements, même s'ils veulent les utiliser, ne sont pas équipés en tablette, même s'il n'y a pas de résistance. Mais il y a un dispositif qui existe en France qui s'appelle TNE, Territoire numérique éducatif. On essaie d'équiper les écoles de plus en plus avec des outils numériques en formant les enseignants aux intérêts, aux limites des applications éducatives. J'arrive maintenant au troisième point de ma présentation. Quelles évolutions pour les applications éducatives? Je vais aborder juste un seul point parce que je pense que vous avez assisté à la conférence d'Edouard qui soulignait que les technologies sont facilement obsolètes. Donc, que le temps de la recherche et le temps des technologies, ce n'est pas exactement le même. Donc je vais prendre juste un point pour illustrer ce point. C'est la nécessité maintenant d'introduire de l'intelligence artificielle dans les applications éducatives. Quand je dis intelligence artificielle, c'est un mot qui fait peur. Il y a un débat au niveau de la sphère scientifique, mais aussi la sphère sociale, sur l'intérêt et les limites de l'intelligence artificielle. C'est un mot qui peut faire peur, mais des fois, c'est des simples algorithmes tout simples, ça relève de l'intelligence artificielle. Donc, dans le champ de l'éducation, c'est un champ qui est en croissance. Il y a déjà une première méta-analyse qui a été réalisée par Zhang et collaborateurs en 2023 sur l'utilisation de l'IA dans le champ de l'éducation. C'est un domaine qui combine l'informatique, les statistiques et l'éducation. Et pour ceux qui sont pro l'intelligence artificielle, pensent qu'un des intérêts, c'est réduire en fait, la charge de travail des enseignants. Les enseignants, ils effectuent un certain nombre de tâches qui sont moins gratifiantes, même il n'y a pas de tâches non gratifiantes quand on est enseignant, mais ça peut libérer le temps pour d'autres activités plus pédagogiques, plus de soutien, et les décharger effectivement de ces tâches qui sont des fois difficiles à mener, surtout quand on a une classe chargée. Les technologies de l'IA aussi ont montré un potentiel prometteur pour la réalisation de ce qu'on appelle l'apprentissage personnalisé. Et je vais prendre deux exemples pour illustrer cet apprentissage personnalisé. C'est le tableau de bord enseignant
et les apprentissages adaptatifs. Ce sont deux technologies que nous avons introduites dans la nouvelle version d'Appluino 2. Un tableau de bord, donc l'enseignant, par exemple, dans sa classe, lorsque tous les élèves utilisent l'application, il peut avoir une vue globale sur tous les élèves, qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité. Après, je clique sur le profil d'un élève et je peux voir quelles sont les activités effectuées, quelles sont les réussites, quels sont les échecs, quel est le temps passé sur chaque activité. Et je peux personnaliser un parcours, cibler des activités où il y a des lacunes et travailler ces activités d'une manière un peu plus poussée. À cet âge-là, on n'a pas besoin de tableau de bord élève. Pour les applications qui sont pour des élèves un peu plus avancés, primaires au collège, le tableau de bord enseignant, il est toujours avec un tableau de bord élève. Et c'est intéressant pour l'élève aussi de voir ses progrès. À cet âge-là, ce n'est pas indispensable, mais c'est même pratiquement impossible. Deuxième chose introduite, c'est l'apprentissage adaptatif. Donc là, on a, dans la nouvelle version de l'application, on n'a plus les 5 périodes. On a tous les items qui renvoient à un domaine qui sont classés du plus facile au plus difficile. Donc l'élève, par exemple, travaille 3 activités, 3 items. S'il y a 3 réussites, il peut faire un saut de 4 occurrences. L'intérêt de l'apprentissage adaptatif, c'est qu'on augmente la motivation des élèves, on maintient son engagement, son attention, et inversement, lorsqu'il y a des échecs, on revient un retour en arrière pour s'adapter à son niveau, pour éviter la démotivation et pour maintenir toujours l'engagement. Donc ça, ce sont deux nouvelles fonctionnalités que nous avons ajoutées dans la nouvelle version. Malheureusement, on n'a pas eu ni le temps ni l'argent de faire d'autres modifications, notamment la personnalisation des feedbacks. Donc le feedback aussi, on peut le personnaliser en fonction du profil de l'élève. Pour finir cette présentation, je vais revenir sur 2 études qu'on est en train de réaliser actuellement. C'est quels sont les critères finalement pour qualifier une application éducative de qualité. Donc il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur cette question, notamment Meyer en 2021, Papadakis, c'est une équipe grecque qui travaille sur cette question-là depuis longtemps. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'une application éducative est de qualité? Donc nous sommes en train d'élaborer un certain nombre de grilles de critères. Par exemple, il faut que l'application développée sur la base d'un programme d'enseignement, d'un curriculum, soit adaptée aux objectifs d'apprentissage, qu'il présente des objectifs d'apprentissage clairs. Il soit conçu en fonction des capacités de développement des élèves. Pour les élèves de maternelle, on ne va pas présenter la même chose que pour des élèves de l'école élémentaire ou pour les collégiens. Donc ça, c'est une adaptation aux potentialités des élèves. Il faut que l'application, dans la mesure du possible, qu'elle soit conçue par une équipe pluricatégorielle. Donc, c'est-à-dire qu'on a plein d'exemples dans la littérature où il y a des chercheurs qui, dans leur coin, font des produits, essaient de l'introduire dans les classes. C'est un échec parce qu'il faut toujours, dans ce type de produit, associer les enseignants pour la co-conception. Application présentant des feedbacks, intégrant de l'apprentissage adaptatif, avec un tableau de bord enseignant et aussi avec un tableau de bord élève lorsque on n'est plus au niveau de la maternelle. On est en train de continuer à réfléchir, d'interroger les enseignants, d'examiner un certain nombre d'applications pour essayer de voir créer une grille qui permet aux enseignants, qui va les aider à choisir les applications éducatives adaptées à leur classe. La deuxième recherche, c'est cette recherche-là que Edouard m'avait contacté au début, mais malheureusement, on n'avait pas encore complètement collecté les données. C'est une étude sur l'influence des usages des écrans sur les apprentissages des enfants à l'école primaire. Cette étude se déroule en 2 étapes. La première étape, c'est la validation, construction-validation d'un questionnaire. Donc, dans les conférences que vous avez eues jusqu'à présent, il y avait beaucoup de débats sur la mesure de temps d'exposition, de contenu aux écrans, etc. Donc là, on a essayé de construire un questionnaire qui prend en compte l'usage de différents types d'écrans
des contenus réalisés à partir des écrans, des règles familiales d'utilisation des écrans. Et donc là, le questionnaire il est en cours de validation. Et aussi en cours on finit juste de rentrer les données sur une enquête à l'école maternelle et à l'école élémentaire, une étude longitudinale sur une année pour évaluer les élèves. On a évalué les élèves en début, en fin d'année sur la littératie émergente et sur la numératie émergente. On a mesuré les compétences en français et en mathématiques pour l'école élémentaire et avec évaluation de compétences cognitives, raisonnement fluide, les fonctions exécutives, et avec un questionnaire auprès des parents et un questionnaire auprès des enseignants. Donc l'idée, c'est par la suite, c'est de réaliser des modèles en piste. Dans ce questionnaire, on a aussi la possibilité d'avoir quelles sont les règles d'utilisation de la famille, est-ce qu'il existe des conflits autour de l'écran, et on a séparé le temps d'écran, le temps hors écran, comme variable qui permet un petit peu de modérer un petit peu le lien entre les caractéristiques des élèves, son niveau début d'année, au niveau en fin d'année. Donc c'est vraiment le début des analyses, donc peut-être j'aurai l'occasion de les présenter dans un autre contexte. Donc voilà les deux types de recherches qui portent sur cette thématique-là, en lien avec cette thématique. Et je vous remercie de votre attention. Et donc je suis prêt à répondre à vos questions.